bien bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et on se retrouve pour ces leçons en vidéo un petit peu particulières et originales avant de se retrouver le 18 ou le 25 mai. Donc nous avions vu, avant de nous quitter, on était au thème 2 d'histoire qui évoquait donc du coup le Moyen-Âge avec toutes ces grandes transformations. On va voir que dans le nouveau thème ici que l'on va aborder, de grandes transformations aussi vont se mettre en place. C'est le thème 3, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde. Donc nous, quand on avait travaillé sur le Moyen-Âge, on s'était surtout centré sur l'Europe, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé l'Occident. Eh bien, on va voir qu'à partir du 15e et 16e siècle, eh bien, l'Europe n'est plus le cœur de l'activité économique et que des échanges vont se développer avec le reste du monde, et ce reste du monde qui va être progressivement découvert. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment l'Europe est-elle passée du Moyen-Âge, très centré sur l'Europe, à ce qu'on appelle l'époque moderne. Et pour ça, le premier chapitre, on va travailler sur le XVIe siècle, c'est-à-dire le monde au temps de deux grands souverains, on les évoquera la prochaine fois, Charles Quint et Soliman le Magnifique, et la première leçon évoque les grands voyages de découverte du XVe et du XVIe siècle. Donc, pour commencer cette leçon, sur les grands voyages de découverte, et notamment le voyage de Christophe Colomb, on va travailler sur des documents ici, et notamment un premier document qui est un document vidéo, qui est une bande-annonce, la bande-annonce du film 1492, qui raconte le voyage de Christophe Colomb. Donc je vous laisse regarder cette bande originale du film, et ensuite je vous expliquerai le travail qu'il faudra faire sur les documents. Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest ? Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'1 an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. Infini, non. Superstition. Éminence, ce qu'il y a de fascinant dans le pouvoir, c'est que ce qu'il peut accorder sans effort, il peut le retirer de même. Je dis qu'on peut rallier l'Asie par l'ouest. Et je vous le prouverai. Nos savants croient que l'océan est infranchissable, Seigneur Colomb. Et que disait-on de la ville de Grenade jusqu'à aujourd'hui? Qu'elle était imprenable. Pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as menti. Il y a longtemps qu'on a dépassé les 750 lieues. Il y a 6 jours. Tu sais que les hommes sont au bord de la mutinerie, Colomb. Vous croyez que je ne sais pas? On est complètement perdus.
Dieu ne veut pas qu'on traverse cet océan. Ce voyage est maudit. Donc voilà cet extrait de la bande-annonce du film 1492. Donc je vais vous demander là de vous munir de votre fiche que j'ai mis en pièces jointes et de répondre aux différentes questions, c'est-à-dire sur ce document-là, je ne donne pas la nature parce que c'est l'objet de la première question, et sur l'extrait que vous avez vu. Donc vous vous entraînez à l'étude de documents pour analyser ces éléments-là, la vidéo et le texte. Et on se retrouve dans un petit moment quand vous avez terminé pour la correction. Donc procédons du coup à la correction de ce travail d'analyse d'un document vidéo et d'un texte. Alors premièrement, c'est cette fiche là ici que vous voyez avec cet élément là en premier sur lequel vous devez travailler. Alors la première question était la nature du premier document. La nature du premier document, c'est le journal de bord de Christophe Colomb. Je sais que ce mot de vocabulaire là, vous le connaissez puisque vous l'avez travaillé en français. Donc le journal de bord, c'est les différentes étapes de la traversée que Christophe Colomb consigne sur un carnet. On voit ici les dates, 3 août, 12 octobre, 24 octobre, et il recense tout ce qui se passe dans son voyage et l'écrit. Deuxième document, c'était l'affiche du film de Ridley Scott 1492 dont vous avez pu voir la bande-annonce ici, et on reconnaît, peut-être vous connaissez un acteur ici qui joue dans le rôle de Christophe Colomb dans ce film, qui est Gérard Depardieu. Ensuite, on vous demandait dans la deuxième question la date et le but du voyage de Christophe Colomb, dont la date 1492, et le but c'est d'emprunter la route de l'Ouest. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On va le voir avec une carte. Voilà en 1492 comment le monde est vu et représenté par les Européens. Si vous remarquez ici, il manque un continent, c'est-à-dire le continent américain qui est totalement inconnu à l'époque, on ne sait pas qu'il existe. Donc le but du voyage de Christophe Colomb, c'est celui-ci. Il dit, et on le voit dans la vidéo, que passer par cette route-là pour rejoindre les Indes, c'est impossible parce que
eh bien, les musulmans bloquent l'entrée des détroits qui permettent voilà, d'aller aux Indes. Donc l'idée de Christophe Colomb et d'Isabelle de Castille, qui est la reine qui va financer son voyage, c'est d'emprunter cette route-là, c'est-à-dire la route de l'Ouest, et atteindre, pense Christophe Colomb, les Indes, puisque le continent américain est totalement inconnu, on ne sait pas qu'est ce continent-là. Donc quand il emprunte cette route-là, il a la certitude d'arriver relativement rapidement aux Indes et dans des territoires qui eux sont connus. Donc voilà, pour répondre à la question 2, eh bien, le voyage de Colomb se déroule en 1492. Il a pour but de trouver une route vers les Indes en passant par l'ouest, car la route orientale vers l'est est contrôlée par les musulmans. Pour la question suivante, on vous demandait dans la question suivante les éléments qui montrent que le voyage de Colomb se fait au nom de la monarchie espagnole. Et là, il y avait plusieurs détails. Le titre du premier passage, une mission du roi d'Espagne. On vous dit ensuite les altesses m'ordonnèrent. Et il y a un autre élément ici, je déploie la bannière royale. La bannière royale, c'est-à-dire c'est le drapeau, et j'en prends possession au nom du roi et de la reine d'Espagne. C'est-à-dire quand Christophe Colomb arrive sur ces territoires-là, il plante le drapeau espagnol en disant désormais ces territoires sont sous le contrôle de l'Espagne, étant persuadé qu'il arrive, qu'il a mis les pieds en Asie et en Inde sur les territoires qu'avait déjà observé Marco Polo. Vous connaissez Marco Polo puisque c'est un livre en français que vous êtes en train de travailler, de lire. Alors, j'y reviens. Le monde tel qu'il était représenté avec Christophe Colomb, sous Christophe Colomb, c'est de cette manière-là, la notion de détroit, et alors qu'en réalité, vous avez ce continent-là. C'est-à-dire que quand Christophe Colomb va mettre les pieds en Asie, il a la certitude d'être en Asie et pas en Amérique. Donc la dernière question, les indigènes sont très accueillants avec Colomb et son équipage. Les Blancs, ici, qui débarquent de leur immense navire, sont vus comme des dieux. Vous voyez l'accueil qui est réservé, là j'ai pris une capture d'écran sur le film, l'accueil qui est réservé à ces hommes totalement mystérieux, les uns pour les autres. C'est ce qu'on appelle la découverte de l'autre. Les Européens découvrent ces indigènes et les indigènes découvrent ces Européens qu'ils n'ont jamais vus, toujours Christophe Colomb étant persuadé d'être dans des territoires déjà connus, les territoires de l'Inde de Marco Polo. Donc si on poursuit, on va pouvoir noter ceci. En 1492, croyant atteindre les Indes par l'ouest, Christophe Colomb touche terre aux Bahamas, puis se rend à Cuba et Haïti, qu'il va rebaptiser Hispaniola, c'est-à-dire l'espagnol. N'oubliez pas qu'il plante la bannière royale au nom du roi et de la reine d'Espagne. Et c'est le roi et la reine d'Espagne, Isabelle de Castille et Philippe, qui vont financer ce voyage, en espérant que ce voyage va être très prolifique au niveau des ressources. On y reviendra. Et là, on y vient. C'est-à-dire que quand Christophe Colomb arrive à Haïti, ce qu'il va baptiser Hispaniola, cette rencontre avec les indigènes lui offre une vision totalement extraordinaire des ressources que peut offrir ce territoire. Vous avez de l'or en abondance, vous avez des forêts, vous avez une nature totalement vierge. Et Christophe Colomb, en arrivant ici, a plusieurs objectifs. D'abord, premier objectif, convertir ces peuples au christianisme. On voit que quand les navires de Colomb arrivent, une des premières choses qu'ils font, c'est amener les croix et les rites et les coutumes et les traditions et la religion chrétienne pour convertir ces peuples-là. Ensuite, le deuxième objectif, il n'est pas caché, puisque c'est un objectif de la reine d'Espagne, c'est lui amener de nombreuses et de très nombreuses ressources, notamment l'or, qui est très important dans ces territoires-là. Et aussi, les Européens vont amener une sorte de mode de vie nouveau. Vous voyez la différence entre les attitudes et les tenues. Les Européens habillés de manière très chargée ici, alors que les Indiens sont quasiment totalement nus. C'est ce que remarque Colomb dans un de ses textes. Donc cette confrontation ici de culture va être très importante et les Européens vont amener leur mode de vie, leur religion et leur culture sur ces territoires. Donc
ça, on va pouvoir le noter parce que c'est très important. Donc Christophe Colomb découvre de nouveaux territoires, mais aussi de nouveaux hommes. Ils sont pour lui et son équipage un objet de curiosité. Ils sont différents, donc jugés comme inférieurs. Il apparaît donc normal pour les conquérants de les réduire en esclavage et de leur imposer un modèle de civilisation, celui des Européens, avec tout ce qui va avec la religion, etc. Alors, on va pouvoir remarquer que Christophe Colomb ne fait pas qu'un seul voyage ici dans ces territoires-là. Il fait donc le premier voyage d'août 1492, qui est matérialisé ici en rouge, où il va être autour des îles de Cuba et d'Haïti. Et ensuite, il revient en Espagne apporter ce qu'il a trouvé dans ces territoires-là. Et il repart ensuite, il fait un deuxième voyage pour aller chercher des ressources et toujours les ramener au roi et à la reine d'Espagne. C'est ce qu'on voit dans ce tableau ici, un tableau d'un artiste qui s'appelle Deveria, qui s'intitule « La réception de Christophe Colomb par Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille ». On voit très bien que Christophe Colomb amène avec lui, quand il revient en Espagne, eh bien, la multitude de fruits, multitude de ressources, l'or notamment, mais aussi des hommes. On voit ici ce qu'on va appeler les Indiens d'Amérique. Ces hommes ici que Christophe Colomb amène et qui font l'objet d'une grande curiosité dans les cours européennes. Et Christophe Colomb va être anobli par la reine, vu comme quelqu'un d'extraordinaire, puisqu'il apporte, il va enrichir l'Espagne de, entre guillemets, ses découvertes. Il n'a rien découvert, il pense être en Inde. Alors si on va encore plus loin dans la leçon, on va voir que ces territoires-là, une fois qu'on a conscience que ce sont des nouveaux territoires, quand Colomb, à la fin de sa vie, va avoir conscience qu'il n'a pas mis les pieds en Inde, mais sur un nouveau territoire, l'Amérique, eh bien, vous allez avoir les Espagnols qui vont vouloir littéralement conquérir ces territoires et prendre possession de ces territoires extrêmement riches. Et vous avez ce qu'on appelle les conquistadors, avec notamment un conquistador qui s'appelle Cortés, qu'on voit représenté ici sur ce document, qui va littéralement assiéger, piller les différents territoires, notamment en Amérique centrale. Et ici, on a la représentation du pillage de la ville aztèque de Tenochtitlan, qui va devenir ensuite Mexico. Mais on voit ici les hordes d'Espagnols, ces conquistadors, qui vont massacrer, tuer, piller, violer, enfermer, voler les différentes ressources des Aztèques ici, qui est une grande civilisation, qui n'ont que des pauvres flèches pour se défendre, des arcs, et qui vont devoir faire face à cette multitude de troupes espagnoles qui viennent pour les conquérir et littéralement les éliminer. C'est ce qui va se passer, puisque, on va le noter, en 1521, Cortés va s'emparer de la ville de Tenochtitlan et le Mexique va devenir un territoire espagnol, ce qui va pousser à la disparition totale d'une civilisation très ancienne, la civilisation aztèque. Donc si on poursuit, on va voir que Colomb n'est pas le seul et l'unique à faire ces voyages à travers les océans, puisqu'on a un navigateur qui s'appelle Magellan, qui va s'engager dans une expédition pour trouver un passage entre l'Atlantique et le Pacifique, c'est-à-dire, voilà, il va essayer Magellan, alors non pas, on a souvent dit d'essayer de faire un tour du monde, c'était pas ça son but, mais trouver un passage entre les deux océans, océan Atlantique et océan Pacifique, en contournant, désormais connu, le continent américain. Alors il fait ça en 1521, mais vous allez le voir et vous le voyez en suivant le tracé ici, son voyage va s'arrêter au large des Philippines puisqu'il va mourir en 1521 d'une flèche empoisonnée sur une île des Philippines, et c'est un capitaine de son bateau qui s'appelle Elcano qui va poursuivre ce tour du monde ici et terminer en rentrant au Portugal, puisque Magellan est portugais. Donc Magellan et Elcano sont les premiers à faire un véritable tour du monde, on le sait déjà, mais à démontrer concrètement que la Terre est ronde. Si on arrive à faire le tour de la Terre, c'est qu'elle est véritablement ronde, on le sait, mais c'est lui littéralement qui va le prouver. Donc Elcano revient ensuite, pas tout à fait au Portugal, ça va revenir
venir à Séville en 1522 pour boucler le tour du monde que Magellan n'avait pas pu achever. Donc on va voir aussi que d'autres navigateurs, notamment des Portugais, mais aussi des Français, vont se lancer dans ces grands voyages de découverte. Alors si on prend les Portugais, on a notamment Vasco de Gama, qui va aller jusqu'en Inde ici en contournant le continent africain en passant par ce qu'on appelle le Cap de Bonne-Espérance. Magellan, on l'a vu, contournant le continent d'Amérique du Sud ou le continent américain et donnant son nom à un passage ici, le détroit de Magellan, pour rejoindre les Indes. Mais vous avez aussi les Français qui ne sont pas en reste, puisqu'une expédition d'un Français de Saint-Malo qui s'appelle Jacques Cartier en 1534 va accoster au Canada, qui va devenir ensuite le Québec et qui va être une possession française. Pour ça encore aujourd'hui qu'au Québec on parle français, c'est un héritage d'une des conquêtes et des expéditions françaises sur ces territoires-là au XVIe siècle par notamment Jacques Cartier. Alors ceci, eh bien, c'est les progrès de la navigation et surtout les progrès techniques avec des outils de plus en plus fins, perfectionnés, notamment l'astrolabe, qui permet au navigateur de savoir exactement où il est au niveau de latitude grâce au soleil et aux étoiles. Donc il y a beaucoup moins de chances de se perdre avec ces outils-là. Donc on peut s'engager sur de très longues traversées parce que la navigation est beaucoup plus précise. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des caravelles, des bateaux à voile qui permettent de faire des très grandes distances, puisque vous voyez pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 grandes voiles qui permettent d'avoir une très grande prise au vent et de couvrir de très longues distances. Donc il y a d'autres progrès techniques aussi, on n'a pas le temps de tous les voir, mais ces progrès techniques sont des éléments très importants qui vont expliquer que les hommes vont se lancer sur des expéditions maritimes sans craindre de se tromper, de dériver ou de ne pas atteindre leurs objectifs. On invente ces choses-là pour mieux naviguer. Donc on va pouvoir noter ceci. Donc, afin de pouvoir contrôler directement la route des épices sans passer par le monde méditerranéen dominé par les musulmans, les Européens, dès la fin du XVe siècle, par le biais de Portugais et d'Espagnols, eh bien, se lancent dans des grandes expéditions. Alors on avait observé Vasco de Gama en Inde en 1498, passe par le Cap de Bonne-Espérance. On a parlé de Magellan, le passage entre Atlantique et Pacifique en 1522. On aurait pu noter aussi Jacques Cartier, etc. Mais on va le faire un petit peu plus tard. Alors, voilà désormais comment on appréhende le monde au milieu du XVIe siècle, après les grands voyages de découverte. Eh bien, on arrive déjà à représenter un continent qui était jusque-là inconnu, le continent américain. Vous voyez que les formes ne sont pas totalement celles qu'elles sont en réalité. On est encore au début de la constitution de la géographie. Vous voyez que l'Antarctique touche quasiment, il est immense, et alors que le continent sud-américain est très compact, alors qu'en réalité il est plus long, on n'a pas encore totalement la notion de distance, mais on progresse énormément, on arrive progressivement, grâce à ces voyages de découverte et aux journaux de bord des différents navigateurs, à dessiner ce qui va être ce monde-là, le monde avec qui on pourra s'entendre, commercer et avoir des échanges. Donc ici une carte synthétique de tout ce que l'on a dit avec ce qu'on appelle les différents empires coloniaux, puisque espagnols, portugais, français, hollandais aussi vont ensuite s'installer sur ces territoires et en faire des véritables possessions. C'est-à-dire que, on l'a vu avec Cortés, quand Cortés arrive au Mexique, ici, il prend possession de ce territoire qui devient, si vous voulez, une sorte de département espagnol, et plus qu'un département, on va appeler ça un empire colonial qui va permettre d'augmenter les ressources de ces différents pays européens. Ici. Donc, vous allez ici utiliser la carte que j'ai mise sur la fiche photocopiée et vous allez me la compléter grâce aux éléments que je viens de montrer. Donc vous mettez les couleurs pour l'empire espagnol, pour l'empire portugais, les différentes flèches, vous les coloriez pour vous faire un petit peu mémoriser cette carte.
Donc pour conclure, on va pouvoir dire que ces voyages de découverte mettent en contact les hommes, mais aussi les marchandises, à une échelle mondiale. Les 4 grandes parties du monde entrent alors en relation tout au long du XVe et XVIe siècle. C'est ce qu'on va parler. On va parler donc de mondialisation, c'est-à-dire territoires qui sont mis en relation à l'échelle mondiale. Ça va être très important ça pour l'année de 4e. Donc, on l'a dit, les grandes puissances constituent ce qu'on appelle des empires coloniaux. Donc, j'ai mis les 2 définitions très importantes ici, notamment celle de la mondialisation. Mondialisation, c'est mise en relation des différentes parties du monde par la multiplication des échanges et de la circulation des personnes. Et les empires coloniaux, c'est des territoires que des États européens se sont appropriés, qu'ils possèdent sur la quasi-totalité du globe, et ces empires coloniaux vont être organisés avec différents ports commerciaux, ce qu'on va appeler les comptoirs, pour faciliter et permettre le commerce. Donc voilà, vous avez ces petits travaux de questions à faire et de cartes à compléter. Il n'y a rien à relever, je ne relève rien, vous n'avez rien à m'envoyer. Notez bien cette leçon, de toute façon tout sera vérifié quand on se verra le 18 ou le 25. Donc, je vous dis au revoir, merci de m'avoir suivi et une prochaine leçon viendra bientôt. Au revoir.